Eh bien voilà, il est temps de donner la parole à Bernard Delvaux, chercheur et sociologue à l'Université catholique de Louvain. Euh, voilà, Bernard, c'est à toi. Ah oui, pardon. Je crois que tu as le... Voilà, ok. Ça va. Voilà, bonjour. Mais voilà, donc la question, le titre, c'est des classes hétérogènes au nom de quelle finalité? Donc ma question, en fait, c'est ne faut-il pas qu'on s'interroge sur les finalités que nous invoquons bien souvent pour justifier une moindre ségrégation entre écoles? Ne faut-il pas prendre acte du fait que nous sommes nombreux depuis longtemps à revendiquer moins de ségrégation dans les écoles, avec un résultat, il faut bien le dire, très mitigé, avec des acteurs qui continuent à s'opposer, à opposer des arguments à notre argumentaire. Ne faut-il donc pas sortir du cadre? Ne faut-il pas poser les questions autrement? Ne faut-il pas se référer à d'autres objectifs, à d'autres finalités? Ceux qui me connaissent savent que je migre tout doucement d'une position un peu réformiste à une position plus radicale, que je veux en fait en quelque sorte inviter un certain nombre de personnes à sortir du cadre, à sortir de la manière dont on se pose habituellement les questions dans le domaine éducatif. Et j'ai continué grâce à l'invitation qui m'a été faite aujourd'hui, à continuer sur ce chemin. Et j'ai pris le risque ici d'aller un petit peu plus loin sur le chemin que je suis en train de suivre. Et bon, je dois dire que je ne suis pas totalement satisfait, j'ai pas pu totalement serrer les boulons de mon exposé. Donc voilà, veuillez m'excuser si tout n'est pas complètement voilà, façonné, mais je pense que ça vaut la peine d'ouvrir des questions et je suppose qu'on pourra en parler davantage. Voilà. Et donc d'abord, quand j'ai relu le titre que j'avais proposé moi-même, je me suis dit, mais bon Dieu, j'étais assez peu inspiré, parce que quand même mettre côte à côte les mots classe et hétérogène, mais quelque part c'est fondamentalement contradictoire. Pensons aux classes. Les classes, c'est quand même la taxinomie, c'est quand même par définition des classes, c'est homogène, c'est mettre ensemble des gens qui se ressemblent. Alors bien sûr, il y a toujours la catégorie autre qui permet de regrouper tous ceux qu'on ne sait pas classer. Et bien sûr, il y a toujours de l'hétérogénéité à l'intérieur d'une classe, pensons aux classes sociales. Mais bon, on peut toujours recourir aux sous-classes et aux sous-sous-classes. Donc, classe quand même, ça veut dire c'est pas hétérogène. Classe, c'est homogène, d'office. Et les mots ne sont pas neutres. Les mots ne sont pas neutres. Nombre d'entre eux orientent notre agir en ouvrant de nouvelles perspectives ou en consolidant au contraire les anciennes manières de voir. Le mot classe appartient à cette dernière catégorie, selon moi. Il nous conduit à considérer presque comme une évidence que l'éducation suppose catégorisation, classement, tiroir, etc. Qu'il s'agit de rationaliser et qu'il s'agit de constituer des groupes le plus possible homogènes, parce que c'est ainsi qu'on pourra mieux enseigner. Donc ce mot est à mon sens une épine dans le pied de ceux qui, comme nous, rêvent de groupes d'apprentissage hétérogènes. Ne serait-il donc pas temps d'abandonner ce mot, de déclarer obsolète ce mot? Mais par quoi pourrait-on le remplacer? On pourrait parler de groupe, on pourrait parler de communauté, mais le premier est trop vague, le deuxième mot est trop fermé à mon sens, et moi je préférerais qu'on parle de collectif. Donc pourquoi ne pas remplacer classe par collectif et lui associer éventuellement l'un ou l'autre terme, par exemple collectif de vie, collectif d'apprentissage. Et je suis moi pour, et je l'expliquerai plus tard, je suis pour moi pour l'utilisation des deux mots. Et donc je vous propose de remplacer le mot classe, dès maintenant, par le mot collectif de vie et d'apprentissage. Le mot collectif porte aussi en lui un sens de dynamique, d'entraide entre les membres. Pensez aux joueurs, aux footballeurs qui jouent collectif. Le collectif d'apprentissage, ce serait un bel objectif, un collectif d'apprentissage qui remplacerait les classes qui bien souvent sont des collections d'apprenants. Oublions donc le mot classe et remplaçons-le par collectif de vie et d'apprentissage. Mais qu'en est-il du second mot du titre, le mot hétérogénéité? Celui-là, je ne le renie pas, même s'il est un peu long,
compliqué à prononcer et qu'il ne parle sans doute guère à l'homme de la rue. Mais il a l'avantage de désigner une réalité plus large que celle qu'évoque le terme mixité, qui est souvent associé aux différences entre sexes. Je ne remets donc pas en question ce mot hétérogénéité, parce qu'il désigne ce que souhaitent certaines catégories d'acteurs, et qu'il permet aussi de désigner l'écart qu'il y a entre ce souhait et la réalité. Écart que l'avis numéro 3 du Pacte pour un enseignement d'excellence souligne également, puisqu'il dit « Notre système scolaire sépare, bien plus que dans d'autres pays, les élèves en fonction de leurs profils psychosociaux, de leur type d'intelligence, de leurs origines sociales, de leurs résultats scolaires. » Et donc le pacte cite ainsi 4 critères de ségrégation, mais il y en a bien d'autres. Laissons de côté le critère du genre, qui a pourtant si longtemps structuré les classements scolaires, mais qui est beaucoup moins structurant depuis les années 70, même si la séparation entre genres subsiste dans certaines options qui mènent à des métiers qui restent encore liés au genre, et même si périodiquement quelques groupes minoritaires, à l'écho relativement limité, remettent en question cette mixité de genre. Mais il y a donc quantité d'autres critères. On sépare en fonction de la langue, on sépare, pensez aux écoles à Bruxelles, on sépare en fonction des origines sociales et ethniques, on sépare en fonction des convictions, on sépare en fonction des codes de comportement, des niveaux d'acquis, des capacités, des handicaps et des finalités, des centres d'intérêt des élèves. Venons-en donc maintenant à la 3e partie du titre. Au nom de quelle finalité? Pourquoi donc vouloir des collectifs hétérogènes? Mais d'abord, pourquoi vouloir mettre cette question à l'avant-plan de mon exposé? Si je vous invite à nous demander pourquoi vouloir l'hétérogénéité, c'est parce que la réponse à cette question influence, consciemment ou non, les débats démocratiques à propos des politiques éducatives et les pratiques et stratégies des acteurs locaux qui peuvent déjouer, on le sait bien, les mesures volontaristes décidées à l'issue de débats démocratiques. Les représentations jouent en effet un rôle dans les discussions et négociations politiques. Elles constituent aussi un élément du gouvernement des conduites des individus. Agir sur les représentations, c'est une façon de gouverner qui est complémentaire ou alternative aux autres instruments de gouvernance que sont les normes, les incitants ou les distributions de ressources. Il est vrai cependant que les représentations ne portent pas seulement sur les finalités. En effet, dans le débat sur l'hétérogénéité des collectifs de vie et d'apprentissage, 2 types de représentations comptent. Des représentations par rapport à ce qu'on se représente des missions de l'école, donc des finalités, mais aussi des représentations qu'on a à propos des liens de corrélation ou de causalité entre la composition d'un collectif et la réalisation de ces fameuses missions de l'école. Et il faut bien dire que quand il s'agit de convaincre, quand nous cherchons à convaincre, on insiste surtout sur le second volet, donc sur la relation de cause ou de causalité. Soit pour dire que oui, effectivement, la ségrégation va avoir des effets positifs, soit pour dire que non, la ségrégation n'aura pas autant d'effets négatifs que ce que vous craignez. Mais on se heurte bien sûr à un entrelac de variables intermédiaires, les effets de pair, les pratiques enseignantes, la culture sociétale, et dès lors à la difficulté de convaincre que les diverses variables intermédiaires qui comptent dans une relation positive entre collectif hétérogène et finalité influencent la relation vertueuse que certains donc trouveront difficile à concrétiser dans une situation locale particulière. Et donc on travaille beaucoup ça, on essaie de convaincre sur les effets positifs de l'hétérogénéité et on développe relativement peu la question des finalités. Il y a une frilosité à aborder de manière sérieuse cette question. Et les politiques et les scientifiques, pour moi, comptent souvent parmi les frileux.
Les politiques, on comprend pourquoi, parce que quelque part, il est plus facile de construire un accord en laissant cette question des finalités sous le tapis. On l'a bien vu dans le processus du pacte, les finalités ont été traitées vraiment de manière anecdotique, je dirais. Il est plus facile, en quelque sorte, de mettre d'accord sur des mesures concrètes que chacun pourra relier à ses propres finalités et dans lesquelles il pourra jouer en fonction de ses priorités. Donc les politiques sont frileux à aborder cette question des finalités, et les scientifiques aussi. Nous sommes essentiellement polarisés sur le second type de représentation, sur les liens de causalité. Nous sommes poussés à travailler là-dessus. Donc nous avons tendance à discuter des variables dépendantes. Nous avons tendance à peu discuter des variables dépendantes censées rendre compte des finalités. Nous reprenons souvent de manière peu critique les finalités dominantes, et notamment celles que certains organismes comme l'OCDE mettent en avant et concrétisent à travers des tests. Nous acceptons aussi, lors de la présentation des résultats, et surtout lors de leur vulgarisation, que soit peu mis en évidence le fait que les causalités ne valent que pour telle ou telle variable dépendante. Mais plus fondamentalement, la faiblesse du débat sur les finalités tient à l'emprise de la rationalité instrumentale dans nos sociétés contemporaines. Nous sommes dans une civilisation du comment plutôt que du pourquoi, en 2 mots. La science a d'ailleurs joué un rôle important dans cette évolution. Nous sommes obsédés d'abord par la recherche de l'efficacité, de la solution, et peu enclins à débattre des finalités, que nous jugeons plutôt devoir être envoyées au domaine du privé ou des organisations et communautés. Alors donc, posons cette question des finalités. Je vais d'abord rappeler ce que l'avis numéro 3 du groupe central dit à propos de la ségrégation. Comment l'avis numéro 3 du groupe central justifie-t-il qu'il serait intéressant d'avoir davantage d'hétérogénéité dans les écoles? Il le dit dans l'axe stratégique numéro 4. Il dit qu'il faut favoriser la mixité et l'école inclusive, et je cite, « afin d'améliorer le rôle de l'enseignement comme source d'émancipation sociale, tout en misant sur l'excellence de tous. » Autre passage, « La lutte contre la ségrégation scolaire représente un enjeu majeur pour notre enseignement, pour assurer des apprentissages pour tous, et sortir du déterminisme social, promouvoir l'effort, le goût d'apprendre, la valorisation du travail de l'élève, l'éveil et le développement des talents de chacun, ainsi que l'orientation positive. » Et troisième citation, « Les dynamiques de séparation des élèves qui concernent les élèves de toutes les catégories sociales et économiques touchent proportionnellement beaucoup plus les élèves les moins favorisés. Ils redoublent plus, ils décrochent plus, ils sont plus souvent orientés négativement vers le qualifiant et plus présents dans l'enseignement spécialisé. » Essayons une synthèse des finalités invoquées pour justifier une plus grande mixité dans les écoles. D'abord, certaines des finalités énoncées paraissent vraiment bizarres. On se demande en effet en quoi il y a un lien entre mixité et sens de l'effort, goût d'apprendre, valorisation du travail de l'élève. Mais ces finalités, et surtout la première, ne révèlent-elles pas la présence d'opposants ou de sceptiques à l'égard de la mixité? N'est-ce pas là plutôt des mots qui sont mis pour freiner, pour dire que la mixité ne doit pas avoir d'effet négatif sur le sens de l'effort, le goût d'apprendre, la valorisation du travail de l'élève? D'autres finalités citées par le pacte renvoient aussi étrangement à une différenciation-séparation ultérieure au tronc commun et à laquelle on voudrait voir adhérer positivement le jeune. Donc on appelle à ce que ces groupes mixtes, en quelque sorte, participent à l'éveil et au développement des talents et à l'orientation positive. Donc, mixer pour après mieux séparer.
et de manière plus consensuelle. Enfin, un troisième type de finalité cible surtout les élèves souffrant de manque. L'émancipation sociale, mais au sens du décret mission, hein, l'émancipation sociale, c'est sortir les défavorisés de leur statut de défavorisés. Hein, c'est pas l'émancipation sociale dans un sens exigeante, c'est-à-dire de permettre à chacun de pouvoir avoir un comportement libre. Et cette finalité donc, qui consiste à sortir les élèves souffrant de manque se manifeste aussi dans la phrase « parce que la ségrégation a des effets plus importants sur les élèves moins favorisés ». Et on viendra tempérer ça par excellence de tous. Hein. Je vous rappelle la phrase, hein, cette phrase qui dit que améliorer le rôle de l'enseignement comme source d'émancipation sociale, tout en misant sur l'excellence de tous. Il s'agit donc d'une hétérogénéité qui a pour finalité première d'élever les petits ou de les normaliser, en veillant à ne rien faire perdre aux autres, et qui n'est acceptable que pour autant qu'elles ne compromettent pas l'atteinte d'autres objectifs et qu'elles permettent notamment de déboucher sur une séparation et une homogénéité acceptées quand on passe aux filières et aux options. Mais donc, que pourrait-on développer comme discours alternatif à ce discours pour moi imbuvable ? Peut-on proposer d'autres finalités que celles du pacte ? Oui, mais sans doute n'opère-t-on pas de vraie rupture tant qu'on ne fait pas de l'hétérogénéité des collectifs un objectif en soi, plutôt que quelque chose qui doit contribuer à d'autres finalités. Commençons cependant par la voie classique. Il faut que je regarde quand même quel temps, si j'ai encore un petit peu. J'ai encore quoi ? 5 minutes ? 10 minutes ? Oui, ça va être un tout petit peu... Oui. Perdons pas de temps en négociant le temps. Bon, allez, d'accord. À mon avis, il y aura des réactions, donc la place pour les réactions. Oui, je vais essayer d'être bref. Voilà. Donc, je vous ai dit, il me semble qu'une vraie rupture consisterait à dire qu'on veut l'homogénéité des collectifs pour lui-même et pas au nom d'autres finalités. Mais bon, considérons qu'on passe par la voie intermédiaire, la voie classique, c'est-à-dire qu'on justifie l'hétérogénéité des collectifs par d'autres finalités. Et ces finalités, elles sont de deux types. Des finalités portant sur l'après-école, c'est-à-dire préparer des élèves à devenir des adultes d'un certain type. Et puis un autre type qui sont relatifs au vécu dans l'école. Donc on peut être en faveur de la mixité pour contribuer à produire de futurs adultes de tel ou tel type, ou pour générer un certain type de vécu au sein du collectif. Au niveau du collectif d'apprentissage, excusez-moi. Donc en fait, le premier type d'objectif renvoie à la notion de collectif d'apprentissage. Donc on a un collectif dont le but est de faire apprendre pour après. Tandis que l'autre, c'est des collectifs de vie. Voilà la raison pour laquelle je vous propose de remplacer classe par collectif de vie et d'apprentissage. Donc, au niveau d'un collectif d'apprentissage, on va tenter de justifier l'hétérogénéité en fonction de son impact sur tout ou partie des élèves de la classe, plus précisément sur les écarts de performance, le niveau moyen ou le pourcentage de jeunes atteignant un certain seuil. Et cela sur diverses dimensions. Ces dimensions peuvent renvoyer plutôt à l'instruction, plutôt à l'insertion sociale, plutôt à l'éducation. On va par exemple parler de connaissances et de compétences sur le volet instruction. On va parler de suite de la trajectoire qu'on souhaiterait plutôt mériter que hériter. Et on peut parler aussi d'éducation en termes de comportement, de code de valeurs, de rapport aux autres. À noter la difficulté de mesure de certains de ces objectifs et leur potentielle pluralité. Si on passe maintenant du côté
du collectif de vie. Donc si on pense, on justifie en quelque sorte l'hétérogénéité des collectifs, en fonction de ce qu'ils peuvent apporter à la vie du collectif, on va notamment parler de climat relationnel, on va parler de relations d'apprentissage entre pairs, de collaboration, de coopération, de bien-être, d'estime de soi, de motivation. On va peut-être même évoquer le fait que l'hétérogénéité dans la classe, dans les collectifs, va avoir comme impact, un certain impact sur le positionnement de l'enseignant et que ça va peut-être l'amener à renouveler sa manière de faire en classe. Et on voit bien que ces objectifs, donc relatifs à ce qui se passe en classe, peuvent à leur tour être soumis aux objectifs cités auparavant, puisque quelque part, climat relationnel, bien-être, estime de soi, motivation et j'en passe, peuvent être vus comme des objectifs qui permettent d'atteindre des objectifs d'apprentissage de long terme. Mais donc j'ai dit que cette approche reste limitée, qu'elle ouvre des palabres sans fin, des désaccords, qu'on est toujours en question sur les preuves qu'il y a à apporter. Est-ce que vous êtes sûr que l'hétérogénéité va permettre d'atteindre ces objectifs ou ne va pas compromettre l'atteinte de ces objectifs? D'où la proposition de regarder le problème sous un tout autre angle, partir d'un constat, toute société est hétérogène et il faut faire avec dès le plus jeune âge. Relever le défi d'inventer de nouvelles modalités de vivre ensemble et de faire société avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, d'autant que dans un monde globalisé, le faire société équivaut de plus en plus à faire humanité. C'est adopter une démarche un peu similaire à ce qui a été fait quand on a décidé de mélanger filles et garçons. Je connais mal cette histoire et j'aimerais bien m'y pencher. Mais je ne crois pas qu'on a justifié le mélange des filles et des garçons en référence aux finalités que j'ai évoquées tout à l'heure. Meilleure connaissance, meilleure compétence, etc. etc. On a pris acte du fait qu'il y avait un mouvement social qui portait une revendication transsectorielle d'invitation à remettre en question les inégalités entre hommes et femmes, la ségrégation entre hommes et femmes, les partages de rôles entre hommes et femmes. Et on a dit, à un moment donné, ça doit se traduire aussi au niveau de l'éducation, et on va faire avec, et on va faire au mieux avec. Pourquoi ne ferait-on pas de même avec toutes les autres différences entre humains, et notamment les différences sociales entre humains? La question à nous poser ne serait donc plus « vaut-il la peine d'instaurer la mixité parce qu'on y reconnaît des effets positifs ?» Mais il va falloir se débrouiller avec la mixité, que l'on choisit de manière axiologique, que l'on choisit comme une valeur, et faire en sorte qu'elle soit le plus positive possible, parce que la mixité est le reflet de l'hétérogénéité de notre société. Mais comme ce fut le cas lors de la mixité de genre, lors de l'implantation de la mixité de genre, l'implantation de l'hétérogénéité tous azimuts dans des collectifs de vie et d'apprentissage renvoie fondamentalement au projet de société sur deux plans au moins, celui de l'égalité et celui de la démocratie. Et je vais terminer là-dessus. Au niveau de l'égalité, il est temps de passer, pour moi, d'un objectif d'égalité des chances à un objectif d'égalité des places. L'objectif d'égalité des chances, c'est celui qui est profondément inscrit dans des démarches comme celle du Pacte pour un enseignement d'excellence. Quand on parle aujourd'hui d'égalité, on sous-entend la plupart du temps égalité d'acquis de base, minimaux, et puis égalité des chances d'accéder aux places disponibles ou aux places rares. Et l'égalité des chances veut dire à ce moment-là que cet accès dépend davantage du mérite que de l'héritage. Mais il faut remplacer cette égalité des chances par l'égalité des places, c'est-à-dire une société dans laquelle on réduit les différences de reconnaissance, de ressources et de pouvoir entre des personnes qui occupent des places différentes.
Et dans ce cas-là, l'hétérogénéité des groupes, des collectifs de vie d'apprentissage a un sens. C'est un lieu où on expérimente d'emblée cette égalité des places entre les apprenants, entre les jeunes, entre les enfants. Deuxième élément clé du projet de société, c'est une société démocratique. Une société qui réinvente une nouvelle manière d'avoir une emprise collective sur nos destins. Une société qui se donne les moyens, de nouveau, de changer les règles du jeu, plutôt que de pousser tout un chacun à simplement tirer son épingle du jeu. Le choix axiologique de collectifs de vie d'apprentissage hétérogène est donc intimement lié à un choix de société, à la volonté de faire advenir une autre société que celle hiérarchisée, compétitive, individualiste que nous connaissons. Je vous invite donc à envisager des changements de discours. Je vous invite vraiment à envisager un autre combat que celui qu'on mène, d'autres arguments que ceux qu'on brandit habituellement. J'engage aussi à se dire qu'en fait, il faut absolument inscrire la lutte contre la ségrégation dans les écoles à un niveau beaucoup plus large, transsectoriel, comme ça a été le cas des féministes. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. Bien, nous avons quelques minutes pour des questions-réponses. Alors, je vois... Bonjour, Julien Netter de l'Université Paris-Est Créteil. Je suis très intéressé, je souscris assez à cette démarche, on va dire, plus radicale, apparemment, nouvellement plus radicale. Il me semble qu'il y a une différence avec la mixité filles-garçons, qui est qu'au moment où il y a eu la mixité filles-garçons, il y avait un mouvement social qui allait plutôt dans ce sens-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas justement à un moment, mais qui est crucial, je veux dire, où il y a un repli, au contraire, un repli identitaire qui est très fort. Bon, j'arrive de France et on a eu l'élection avec l'extrême droite au deuxième tour, mais on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que ça dans les pays occidentaux. Et donc, est-ce que justement, on ne va pas à contre-courant avec cette idée, en tous les cas, d'une grande partie de la société, bien que ce soit un discours auquel je m'associe tout à fait. Mais moi, je crois qu'effectivement, il y a ces tendances-là dans la société, mais il y a d'autres tendances aussi. Il y a aussi partout, dans de multiples secteurs, des gens qui essayent de développer d'autres modèles, d'autres manières de faire, qui sont porteuses d'autres idéaux de société et de rapports entre les humains. Et donc, je crois qu'on est vraiment à un moment crucial. On le voit, avec cette exigence, à mon avis, pour la gauche, on va dire comme ça, de pouvoir réinventer un récit qui soit porteur et qui se détache de manière, pour moi, beaucoup plus radicale de la société productiviste. Parce que quelque part, accepter de continuer à parler en termes d'égalité des chances, c'est vraiment accepter que la hiérarchie sociale instituée est acceptée. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut réinventer un nouveau discours. Bien. Pour renforcer l'intervention de monsieur, donc, non seulement le mouvement féministe était là, il y avait un mouvement social, une beaucoup plus grande légitimité, en tout cas au niveau des discours. Ça sortait largement de l'école, etc., etc. Et malgré ça, il reste des disparités énormes dans ce domaine-là que je trouve que tu évacuais un peu rapidement en disant qu'il y a plus de ségrégation ou moins de ségrégation
sur base des genres en Belgique, ne serait-ce par exemple que la répartition par genre des élèves dans le type 3 dans le spécialisé, 75% de garçons de milieu populaire par exemple. Et ne parlons pas alors des filières dans l'enseignement qualifiant et également des options dans l'enseignement supérieur où ça reste extrêmement marqué. Et donc, attention que la beauté du discours, la beauté de l'intention ne soit méchamment rattrapée par les structures sociales, particulièrement dans le domaine qui nous intéresse. Quels sont je vais sans doute l'occasion de le développer tout à l'heure, mais c'est pas si évident de faire collectif et de tenir compte des gosses qui débarquent avec des écarts invraisemblables, et il va falloir gérer ces écarts-là. Et ça, c'est quand même pas évident. Oui, mais donc, oui, je ne voulais pas dire que le combat des femmes était terminé. Hein, loin de là. Il faut quand même bien avouer qu'elles ont marqué quand même vachement des points. Hein, pas aujourd'hui, d'accord. Oui. Mais enfin, pour reprendre un événement qui est hyper médiatisé, le gouvernement Macron qui est annoncé comme paritaire, etc. Bon, voilà, et toutes les réactions qui se manifestent beaucoup plus par rapport à des publicités qui sont sexistes qu'avant. Bon, voilà. Donc je ne vais pas dire que tout est beau dans le meilleur des mondes, mais en quelque sorte, c'est sûr que le mouvement social n'existe pas, mais créons-le. Créons-le. Il y a pour moi toute une série de choses qui sont en gestation et qui sont... je voulais répondre à un troisième élément à ce que tu viens de dire, mais je ne sais plus quoi. Voilà. Peut-être pour surenchérir, on se fait quand même très très souvent rappeler à l'ordre, hein, notamment par le Conseil des femmes francophones de Belgique, qui nous dit « Les sciences de l'éducation n'ont pas intégré les savoirs sur le genre et continuent d'ignorer les mécanismes subtils de la différenciation sexuée à l'œuvre dans l'institution scolaire. » C'est quelque chose qui date de 2016 et qui nous tire l'oreille en disant bon, en fait, on est peut-être un peu aveugle à ce genre de choses en considérant que l'affaire est faite. Je crois aussi que l'affaire n'est pas encore faite. Hein. Et puis alors reste le problème de la liberté d'association en Belgique. Si on évacue le problème de ne pas nuire, hein, de ne pas prouver qu'on ne nuit pas, reste à persuader les gens de s'associer. Et ça, c'est évidemment pas une mince affaire. Mais... Et Roger qui... Bernard, j'ai trouvé vraiment intéressant le moment où tu glisses de l'idée de faire société vers l'idée de faire humanité. Hein. Et je pense que dans ton propos, on entend bien tout le respect, tout l'accueil qu'il y a pour les diversités. Et tu as vraiment, je dirais, esquissé un champ très large de diversité. Mais moi, je me demande... Je pose quand même la question, dans faire humanité, il y a sans doute diversité, mais il y a aussi, sans doute aussi ressemblance. Il y a un moment, ce qui nous rassemble en société et encore plus en humanité, c'est permettre à tous d'accéder, d'atteindre, et pas seulement d'hériter, mais pas seulement même de mériter, certaines ressemblances. Et ça, dans ta présentation, je n'ai pas bien vu où se situait cette exigence de ressemblance pour faire humanité. Oui, ça fait partie de ce que je n'ai pas, ce que j'ai liquidé par manque de temps. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine de réfléchir à cette question-là, hein, et notamment quand on réfléchit aux missions de l'école. Donc, quelles sont les finalités qu'on se fixe, quel est le type d'être humain qu'on a envie de voir grandir à travers l'école. Et moi, je crois qu'il y a inévitablement toujours une tension irréductible, mais qu'il faut pouvoir dire, nommer,
entre la partie individuelle et spécifique et la partie commune. Et moi, je dirais que une école doit se fixer comme objectif à la fois de développer la singularité et l'humanité de l'individu. Donc, un être singulier, mais inscrit dans une humanité qui en est conscient qu'il participe à une humanité qui le dépasse. Et d'autre part, une exigence d'émancipation et une exigence de solidarité, qui donne aussi l'appartenance, le souci, disons, d'être libre, tout en étant solidaire. Voilà. Et voilà. Deux petites remarques, Bernard. D'abord, merci, parce que c'est un souffle de pensée nouvelle qui est intéressant. Mais il y a 2 points qui me chipotent. Le premier, c'est l'idée que la mixité, mettre les riches et les pauvres ensemble à l'école, dans les mêmes, j'allais dire, classes, groupes collectifs, dans les mêmes collectifs, serait forcément porteuse d'émancipation et de progrès vers une société plus démocratique. En 1865, Michelet écrivait déjà qu'il souhaitait une école où les enfants, je cite, de toute classe, de toutes conditions, viendraient 1 an ou 2 ans s'asseoir ensemble. Le riche apprendrait là ce que c'est qu'être pauvre, et le pauvre apprendrait et retiendrait peut-être que si ce riche est riche, ce n'est pas sa faute. Après tout, il est né tel. Je veux dire par là que les réactionnaires aussi ont parfois intérêt à ce que riches et pauvres vivent ensemble, non pas dans le but de leur apprendre à lutter ensemble pour une école démocratique ou pour une société démocratique, mais pour leur apprendre à mieux accepter leurs conditions et à mieux accepter la société telle qu'elle est. Tu as dit la société est hétérogène, et donc il faut que l'école soit hétérogène aussi. Je sais que ce n'est pas ce que tu as voulu dire, mais on pourrait très bien interpréter comme il faut leur apprendre à vivre dans une société hétérogène et donc à accepter cette société hétérogène. Je pense qu'il faut approfondir la réflexion sur cette question. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est un peu un point de désaccord régulier entre nous, mais je trouve que tu évacues trop vite la nécessité de l'hétérogénéité pour permettre un accès plus égal à des niveaux de savoir élevés pour les enfants de toute origine sociale. Parce que même dans la perspective politique que tu te donnes d'un changement vers une société plus démocratique, plus égalitaire, pour moi, le savoir est une arme essentielle dans le changement de société, et permettre aux enfants des classes sociales défavorisées d'accéder au savoir est un élément essentiel, et je pense que l'hétérogénéité des classes ou des collectifs est un facteur important pour permettre cela. Voilà. D'accord. Non, mais juste pour répondre rapidement, donc, oui, effectivement, donc, c'est sûr que mettre ensemble des enfants différents ne va pas nécessairement produire du positif d'emblée. Ça me paraît clair. Mais c'est la même chose, tu l'as dit d'ailleurs dans ta deuxième intervention, c'est la même chose si on met ensemble des enfants qui se ressemblent, surtout s'ils viennent de certaines catégories sociales. Voilà, et donc, mais on a ce même genre de discussion, enfin j'ai ce même genre de discussion avec quelqu'un comme Pierre Marissal qui sera là demain, qui va sûrement reparler de ça, donc qui lui plaide pour des classes qui ne seraient pas nécessairement mixtes, donc des classes qui regrouperaient des enfants de milieux populaires, en disant que finalement c'est plus important qu'ils ne soient pas dilués et qu'il y a moyen, en quelque sorte, en les éduquant ensemble, de travailler leur conscience de classe, on va dire, comme ça, leur conscience de classe, d'affermir leur conscience de classe. Voilà, donc on peut avoir cette opinion-là, qui n'est pas la tienne, hein, je sais bien, mais qui est aussi notre opinion
qu'on peut... Mais de toute façon, dans les deux cas, je crois qu'on est de toute façon d'accord sur le fait que collectif hétérogène ou collectif homogène, toute une série de variables intermédiaires comptent pour que le débouché corresponde à ce qu'on souhaite. Hein. Aussi bien, on sait bien que des classes homogènes regroupant des enfants dits défavorisés ne produisent pas pour l'instant des choses géniales. Et c'est sûr que des classes hétérogènes avec des enseignants qui continueraient à pratiquer comme maintenant pourraient être une catastrophe. Ça, j'en suis bien conscient. Ouais. Juste peut-être quand même encore une chose par rapport à... Parce que ça m'est revenu ce que je voulais dire à Jacques tantôt. La difficulté de gérer de la grande hétérogénéité, notamment en termes d'acquis. Hein, mais pour moi, disons, si on introduit l'hétérogénéité dès le début de la scolarité, et que cette hétérogénéité est gérée de manière telle qu'on ne stigmatise pas celui qui avance plus lentement que les autres, je pense qu'on peut fameusement réduire l'écart d'acquis quand les élèves arrivent à des niveaux d'enseignement plus élevés. Et on va encore prendre une question, et ensuite on va essayer de résorber un petit peu le retard qu'on a pris. Oui, un peu dans la foulée de ce qui vient d'être dit, tu as parlé tout à l'heure, Bernard, d'en finir avec l'égalité des chances, c'est-à-dire finalement avec la méritocratie, hein, puisque c'est ça, pour passer à ce que tu appelais l'égalité des places. Moi, cette notion-là, j'arrive pas clairement à la voir, en tout cas d'une façon concrète. Je sais que la notion a été travaillée notamment par François Dubet, qui lui l'associe plutôt à la cohésion sociale. Enfin, on va plutôt de ce côté-là, dans le sens où renforcer la cohésion sociale, c'est aussi quelque part diminuer les risques de repli identitaire. Enfin, c'est un peu ça la thèse qu'il développe. Mais au niveau de l'école, moi j'ai comment se représenter concrètement cette affaire d'égalité des places? J'ai un peu du mal avec ça, quoi. Mmh. Ah oui. Et donc l'égalité des places, d'abord, je la définis au niveau de la société. Donc, moi, j'ai été sensibilisé à cette question, non pas tellement par Dubet, mais par un collègue, Jean-Louis Siroux. C'est vraiment donc dire que quelle que soit la fonction qu'on occupe dans la société, quelle que soit la place qu'on tient, il n'y a pas de raison pour que la reconnaissance que j'ai, la reconnaissance sociale que j'ai, que les ressources, notamment financières, que j'obtiens, et que le pouvoir démocratique que j'ai soit moindre que celui de ceux qui occupent une autre place. Hein, c'est ça l'idée. Alors comment on le traduit donc au niveau de l'école, donc dans ce collectif de vie et d'apprentissage, mais notamment en termes pour moi de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on évite en quelque sorte d'imposer, comme le fait l'école, des normes qui sont bien plus inspirées par le mode de vie des classes moyennes que des classes populaires, et que on reconnaisse aussi, qu'on sorte de la manière de faire qui consiste en quelque sorte à sans cesse mesurer les écarts entre ce qu'on attend de l'élève et ce qu'il peut apporter, c'est-à-dire en mesurant sans cesse cet écart et en stigmatisant, en l'envoyant en remédiation, ou en le faisant redoubler, ou en le réorientant, ou en l'envoyant vers l'enseignement spécialisé. Donc ça, c'est l'égalité de reconnaissance. Et l'égalité de pouvoir, parce que moi, je considère que la classe doit devenir un collectif de vie, et qu'être un collectif de vie suppose aussi un fonctionnement démocratique, avec un certain nombre de décisions qui sont prises collectivement par les enfants et les jeunes. Et donc, c'est l'apprentissage, en quelque sorte, de la répartition du pouvoir et de
de la prise en compte de la parole de chacun.